Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège d'accueillir deux éminences du hobby Pokémon qui vont vous partager tous leurs secrets pour la collection. Bonjour. Enchanté, bonjour monsieur. Dresseur Nico. Professeur Ben. Salut les bros. Aujourd'hui on se retrouve parce que si vous êtes un nouveau collectionneur dans le hobby Pokémon ou que vous replongez après une longue période d'arrêt, d'abstinence Pokémon, eh bien cette vidéo est faite pour vous. L'objectif c'est de vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé savoir quand on a recommencé le hobby Pokémon. Et oui, les choses ont beaucoup changé depuis l'époque du set de base. On était encore dans la cour de récréation, on échangeait nos cartes, on les tapait par terre pour les gagner, on n'avait pas de pochette, pas de classeur. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous c'est Professeur Ben et Nico, on est deux frangins passionnés de TCG et on a même une boutique qui s'appelle missplaypro.com. Vous avez le lien en description de la vidéo si vous voulez vous y rendre. Et c'est parti, on va maintenant vous partager les 8 secrets qu'on aurait aimé savoir quand on a replongé dans l'aventure Pokémon. Alors c'est quoi le tien? Moi le numéro 1, c'est que la typologie des manières de s'investir dans le hobby a beaucoup changé, a beaucoup évolué, il y a de nouveaux acteurs et de nouvelles façons de collectionner. Quand on était beaucoup plus jeune, on faisait de la collection et pour moi, les premiers également, du jeu. Donc maintenant, il y a toujours cette partie collection qui persiste, c'est la plus grosse part de la communauté Pokémon. Ouais. Il y a une petite partie des joueurs qui jouent également au TCG de manière amicale ou compétitive. Et on en fait partie. Voilà, il y a des tournois même mondiaux, pour ceux qui ne le savent pas, organisés chaque année, et des tournois régionaux à l'échelle d'un continent, ou d'une grande région du monde comme l'Europe. Et ça arrive très régulièrement au cours de l'année et on s'entraîne pour ça. Il y a également maintenant des gens qui vont collectionner des items scellés, ce qui se faisait beaucoup moins au départ, oui. Parce qu'on s'est rendu compte que les cartes Pokémon, c'est un hobby génial, mais également qui peut rapporter de l'argent ou même s'auto-financer, c'est-à-dire on achète plus que ce qu'on va ouvrir, on en garde une partie scellée, on attend que ça monte un petit peu en cote pour la revendre et financer d'autres achats. Et enfin, d'autres personnes ne voient le hobby que comme un investissement. Certains à court, moyen, long terme, ouais. Donc on garde des objets scellés et quelques années ou mois plus tard, on les revend avec profit. Et certains sont plus des flippers, ce qu'on appelle des flippers, donc là, ou des scalpers. Ouais. Le but pour eux, c'est d'accéder à un maximum de produits qui sont en sous-tension, en accaparer une grande partie sur le marché pour créer une rareté. Et les revendre. Et les revendre très rapidement, ouais. x2, x3, pour faire un maximum d'argent sur le très court terme. Et il y a également des gens qui font un peu tout à la fois ou certaines choses. Et au final, ça sert à rien de se battre et de se dire qu'il y en a qui ont plus raison que d'autres. C'est un fait, ça existe. Il y a des procédures qui sont mises en place pour limiter le scalping parce qu'il fait beaucoup de mal à la communauté des collectionneurs. Mais tant qu'il y aura des cartes Pokémon et la notion d'argent qui est intimement liée à un TCG, il y aura toujours ce phénomène à plus grande ou moyenne échelle. Surtout avec les problèmes d'impression et de personnes, de nouveaux entrants dans la collection, voilà, qui vont un peu changer tout simplement l'offre et la demande de cartes. Et en ce moment, les problèmes se sont accentués, la colère d'une partie de la communauté également, tout simplement parce qu'on vit une période de hype exceptionnelle, jamais vue avec une telle intensité, même pendant le Covid ou même au tout début de l'époque de base, il n'y avait pas autant de recherches du mot Pokémon sur Google et ça s'explique par deux grands facteurs. Tout d'abord, l'impact de Pokémon Pocket qui a amené beaucoup de collectionneurs numériques et dont une partie très significative, se sont convertis également en collectionneurs de cartes physiques, donc qui ont créé une nouvelle demande sur le marché. Qui avait été initié avec Pokémon Go bien avant. Et également une grande partie des collectionneurs aussi qui font face à une raréfaction des produits, à des problèmes d'impression qui là sont du ressort de Pokémon Company. Et c'est aussi une bulle qui est poussée par beaucoup de gros influenceurs qui se sont mis à faire du Pokémon pour faire des vues sur leurs vidéos. Voilà. Et enfin, on pourra terminer cette partie en disant que Pokémon est devenu pour certains un objet de placement financier en tant que tel. On collectionne les cartes Pokémon comme des objets d'art, comme des tableaux ou comme des montres de luxe. Et on se dit qu'on peut stocker de la valeur marchande, de la valeur financière dans des objets de collection. Et les cartes Pokémon sont devenues un objet idéal pour ça. Ouais, et pour moi, le plus gros point qu'il faut aborder également, c'est comment connaître le prix de ces cartes. Parce que, pas facile. Ouais, on a vu à l'époque du Covid, en fait, beaucoup d'investisseurs se sont mis à acheter les anciennes collections, particulièrement la première édition. Le vintage, la mode du vintage pendant l'époque du Covid, avec des pics, avec des Dracofeu qui se vendaient des milliers et des milliers d'euros, alors qu'ils n'étaient pas forcément super état. Ouais, d'ailleurs, Logan Paul qui a acheté son Illustrator, il a du mal à le revendre au prix auquel il l'a acheté à l'époque.
Et à cause de ça, en fait, les personnes qui sont rentrées dans la collection n'ont pas bénéficié forcément de bons prix et ont acheté des choses trop chères. Alors comment on fait pour connaître le prix d'une carte? Ça, c'est la bonne question. En fait, vous avez plein de moyens de le faire. Les plus connus sont de se référer à Card Market, qui est entre guillemets le plus gros hub d'achat-vente de cartes. Et Pour l'Europe. Pour les États-Unis, c'est TCG Player. TCG Players pour les États-Unis, bien sûr. Et vous avez eBay qui marche partout dans le monde avec les filtres qui nous permettent d'avoir les ventes vraiment réussies et pas seulement les annonces. Mais le problème de toutes ces plateformes et de toutes ces sources de données, c'est qu'elles sont pas très fiables finalement pour avoir un prix en français. On va prendre le cas de Card Market par exemple. Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que beaucoup de ces plateformes prennent le standard des cartes en anglais. Ouais. Et donc, il faut bien utiliser les filtres pour avoir vraiment la version française d'une carte. Et donc, les courbes et les histogrammes ne correspondent pas au marché français. Exactement, la courbe de Card Market, vous allez avoir les ventes réussies qui vont être conglomérées et affichées sous forme de graphique. Mais le problème, c'est que ce graphique comprend toutes les langues. Et il y a une énorme dissonance entre les prix en italien, en allemand, en espagnol, en anglais et en français. D'ailleurs, ce qu'on remarque très souvent, c'est que les cartes en français ont tendance à coûter un peu plus cher que les cartes en anglais. Exactement. Et quand vous vous référez au tableau avec toutes les lignes, là, ça correspond à des annonces et non pas des ventes effectives et réussies et complètes. Et parfois, les annonces sont complètement farfelues. Plus vous descendez en bas de Card Market, plus vous avez des gens qui essayent de vendre un item hors de prix ou alors qui se sont très mal positionnés, parfois même par jeu. Oui, par jeu pour apparaître ou même pour manipuler les moyennes en fait. Parce que plus vous allez avoir d'annonces très chères, plus la moyenne va être haute évidemment. Donc comment on fait maintenant pour avoir des ventes réussies fiables? Eh ben, c'est très dur, il faut aller sur eBay puisqu'on a un filtre vente terminée et vente réussie, ce qui permet d'avoir effectivement des annonces, mais les prix sont quand même très fluctuants finalement. Et il n'y a pas d'historicité sur une longue période, ça s'arrête généralement à 6 mois, 1 an. Et le problème, c'est qu'il y a également des manipulations des cours sur eBay. Ouais. Donc ça, on en a parlé dans un article, mais on peut donner un exemple. Pour réussir une vente, c'est pas dur, il faut juste s'accorder avec un partenaire. On met un item plus cher que la cote, on trouve un acheteur, qui peut être son frère par exemple, ou un ami, qui va acheter la carte. Bon, il n'y a aucune transaction qui est faite à l'issue, mais ça enregistre dans eBay comme une vente réussie. Et donc ça peut donner un standard, un étalon de mesure pour les futures ventes et donc fausser le cours d'une carte. Voilà, vous avez également les groupes Facebook ou les ventes Vinted, Le Bon Coin, etc. qui fonctionnent à peu près de la même façon. Donc au final, on peut dire que pour trouver le prix d'une carte moyen en français, c'est pas facile parce que toutes les données sont très éparpillées et pas forcément très fiables. Où trouver les produits et les items que l'on veut acheter. Et bien ça aussi, ça a bien changé, c'est le point numéro 3. Il y a de multiples moyens d'acquérir des cartes, même dans un marché sous tension où on ne les trouve plus forcément en boutique. Donc au départ, nous, quand on a commencé, ça se vendait dans des boutiques de jeux spécialisées, parfois dans des presses. Maintenant, vous avez des grandes enseignes qui vendent des palettes et des palettes de Pokémon, mais qui sont assaillies dès la sortie, on n'en trouve plus. Il y a également les boutiques locales qu'on vous encourage à soutenir et à visiter, des boutiques physiques. Ouais. Parce que c'est là finalement que se crée le lien de la communauté, c'est là où vous allez retrouver des bourses d'échange, des événements, des avant-premières pour les joueurs. C'est là également où sont stockées des cartes à l'unité qu'on peut voir et toucher et ausculter sur place, et ça c'est vraiment important. Et avoir les bonnes pratiques des autres collectionneurs. Voilà. Et après, vous avez également ce qui est apparu au fur des années, c'est toutes les plateformes de vente, donc on va pas toutes les faire, mais vous les connaissez, Le Bon Coin, Vinted, eBay, Card Market, et c'est de là d'où viennent la plupart des arnaques au final, c'est dès qu'on numérise une transaction humaine basée sur un objet physique matériel. Et le problème de ces plateformes, c'est souvent d'estimer l'état d'une carte. Parce que ça, c'est très subjectif et on va y venir dans un point suivant, mais également beaucoup d'arnaques, d'autres types d'arnaques sur le net. Donc vous avez des boutiques éphémères qui se montent sur Internet et qui font des précommandes sous une forme de pyramide de Madoff. Un schéma de Ponzi, Un schéma de Ponzi et qui disparaissent au moment où il faut livrer les items. Donc ça, faut vraiment se méfier. Il y a eu beaucoup d'arnaques et de scams là-dessus. Et bien souvent, un bon moyen de les reconnaître, c'est que les gens qui tiennent ces boutiques n'ont pas de réseaux sociaux et ne montrent pas leur visage. Donc le meilleur moyen déjà, c'est d'acheter auprès de quelqu'un que vous connaissez, des boutiques référencées, notamment comme la nôtre, misspebro.com, où on a Trustpilot. Et là, on ne peut pas tricher puisqu'on ne maîtrise pas du tout les avis. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres manières d'acheter sur Internet, où là, les scams et les arnaques ont pullulé ces derniers temps. Vous avez eu David Lafarge qui a failli se faire avoir avec des boosters recollés. On a également PokéStation qui a essayé d'acheter un tripack sur eBay, mais il n'a jamais reçu sa commande. Et des arnaques comme ça de boosters recollés, de faux items, de fausses cartes,
ou de Fausse annonce. d'achat de fausses annonces pullulent. Et donc c'est le problème de eBay, Card Market, Vinted. Bon, et bien évidemment, puisque c'est le printemps et qu'il va bientôt refaire beau, il y a également les vides-greniers pour retrouver des items qu'on recherche. Là, c'est très sympa, nous c'est une activité qu'on adore. Mais le problème des vides-greniers, c'est que ça pullule de fausses cartes parce que les gens ne sont pas toujours des sachants ou des vrais collectionneurs, et c'est peut-être des enfants ou des gens adultes qui ont acheté des fausses cartes et qui essaient de les revendre sans le savoir. Donc on a fait des articles et des vidéos également, on vous invite à vous y reporter pour reconnaître une vraie carte. Et l'autre problème sur les vides-greniers, c'est l'état des cartes qui souvent laisse à désirer parce qu'elles sont abîmées. Oui, méfiez-vous aussi des stands de boosters reconditionnés, hein. Ils le disent, ils l'affichent, mais parfois on peut quand même se faire avoir. Puisqu'on parle de cartes et d'items abîmés, on arrive à notre 4e point. Protéger votre collection, c'est essentiel, sinon elle n'aura plus de valeur tout simplement. Alors on a fait une vidéo à ce sujet sur YouTube qu'on va sûrement afficher quelque part par là pour aller un peu plus en profondeur dans ce sujet de protection. Mais brièvement, une carte, ça va dans un penny sleeve qui va lui-même dans un top loader Pour les cartes les plus chères. Si vous les envoyez en gradation, ce penny sleeve, vous le mettez dans un card saver et c'est évidemment essentiel, et on en vend sur la boutique catégorie accessoires, donc sur missplayhero.com, des classeurs de très bonne qualité, de très bonne facture pour les cartes sous penny sleeve, pour les cartes sous top loader, mais aussi pour votre collection de scellés, donc les protections acryliques pour display, ETB, etc., booster, et même pour les cartes. Alors en un mot, les cartes avec un élastique dans la poche, c'est fini. Et les classeurs à anneaux, c'est fini aussi. Et tout ça, on vous l'a expliqué dans d'autres vidéos. On vous invite à vous y reporter. Alors c'est bien beau tout ça, on parle de protéger ses cartes, mais qu'est-ce que c'est une carte en parfait état et comment estimer l'état d'une carte? Et là, c'est là que tout le bas blesse, parce que c'est très subjectif et c'est notre 5e point. C'est difficile de connaître l'état d'une carte et d'être d'accord dessus. Ouais. Donc pour rappel, il y a plusieurs états qu'on retrouve très souvent, plusieurs catégories. La première, c'est mint, une carte absolument parfaite, sans aucun défaut, sans point blanc, sans micro-rayures, sans rien. C'est celle qui vous donnera un 10 sur 10 en gradation, on y viendra plus tard. Ensuite, vous avez l'état near mint, donc c'est proche du mint, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un ou deux petits points blancs derrière, un très léger défaut d'impression. Après, vous avez l'état excellent, donc c'est une carte qui n'est pas neuve et qui n'aura pas 10. Vous avez également une carte lightly played, moderately played et poor. Et là, c'est là où tout est difficile parce que personne n'est vraiment d'accord. Et généralement, quand on a une carte et qu'elle nous appartient, on a tendance à la surestimer. C'est pour ça qu'un des gros avantages de la gradation au départ, c'était de mettre tout le monde d'accord. On donne son item à une entreprise spécialisée qui va lui attribuer une note et ça lui donnera une valeur peu discutable en fonction de la renommée de la société pour une revente ou un échange avec un particulier. Donc à savoir, les grandes sociétés de gradation, il y en a 3 principales, il y en a beaucoup d'autres. Et nous, ce qu'on conseille principalement parmi ce top 3, c'est PSA parce qu'à l'échelle internationale, c'est le talon de référence. Si vous voulez plus d'informations sur le processus de gradation d'une carte, on a écrit un article qui est en ligne sur missplaypro.com que vous pourrez trouver très facilement en tapant juste sur Google gradation, certification des cartes. Et on a également fait une série de vidéos sur comment pré-grader ces cartes, donc savoir repérer les pépites dans sa collection qui peuvent avoir un 10, qui peuvent y prétendre. Comment faire sa sélection, quelle carte à envoyer à la gradation parce que toutes ne le méritent pas quand on cherche la plus-value. Quand on cherche juste à protéger sa carte dans le temps et se faire plaisir, il n'y a aucun problème, aucun débat, on peut envoyer ce qu'on veut, mais ça a un coût assez élevé. Ouais. Et enfin, pour revendre une carte, parce que quand on a un 10 PSA, en fait, la valeur marchande de sa carte augmente significativement. Ok, alors puisqu'on parle justement de prix, sachez que Pokémon, et c'est notre 6e point, n'échappe pas à la règle des produits et de l'offre et de la demande, il est sujet à certains cycles. Alors vous allez avoir les phases de creux, de rétractation du marché, les phases d'expansion, et puis effectivement une deuxième phase de rétractation. Les cycles, là on est dans la hype, la plus grosse hype, je pense qu'on n'a jamais vu de l'histoire de Pokémon. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu évidemment la grosse hype pendant le Covid, donc on vous en a parlé tout à l'heure, donc là les gens étaient bloqués chez eux, ils ont retrouvé leur collection. Avec de l'argent disponible aussi à l'échelle internationale et le besoin finalement de se rassurer, de se réconforter avec des souvenirs d'enfance. Et c'est là qu'on a vu ressortir des très très belles collections vintage, des greniers et des classeurs. Et un engouement pour les premières éditions et les vieux blocs.
Mais auparavant, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Pokémon Go. On a eu Pokémon dans Go les qui a années été 2015-2016. un des premiers gros cycles, effectivement, où pas mal de personnes se sont retrouvées dans la collection, mais aussi beaucoup de personnes, et ça c'était une spécificité de ce cycle, ont rejoint l'aventure Pokémon. Et après, en fait, en fonction de l'activité de Pokémon Company, qui est très très bon et très très large, un univers très très large, des films, des jeux vidéo, des dessins animés, des mangas, on retrouve des hypes comme ça à des périodes assez espacées, mais qui sont récursives. Oui, et la première, évidemment, c'était la toute première édition de fin des années 90 chez nous de Pokémon, donc l'arrivée Pokémon, et puis après, les cycles dont on a parlé. Donc c'est un produit qui n'échappe pas à l'offre et la demande, tout simplement parce qu'on compte à peu près 1 an pour qu'une phase d'impression soit décidée au niveau de Pokémon Company et des grossistes qui travaillent comme Asmodée. Et quand vous avez des nouveaux entrants comme la bulle qu'on est en train de vivre à travers Pokémon Pocket, les influenceurs, etc., il y a une phase où l'impression de cartes et d'items n'est pas justement en phase avec les nouveaux entrants et les personnes qui rejoignent le marché. Vous allez donc avoir un décalage entre l'offre et la demande et donc une raréfaction des cartes et des items, ce qui va faire tout simplement une augmentation des prix. Et cette notion de cycle dans le marché des cartes Pokémon s'applique également aux manières de collectionner. Il y a des modes, des cycles de collection. Par exemple, il y a quelques mois, quelques années, on a eu la mode des waifus. Les waifus, c'était les cartes de dresseurs féminins dont les versions en PSA 10 s'envolaient à des prix exorbitants. Mais auparavant, on avait la mode des méga-évolutions. Les méga-évolutions qui devraient bientôt revenir, avec le méga Dracofeu et le méga Pikachu qui étaient les chase cards absolus de cette époque-là, avec des prix astronomiques, mais qui ont très vite décliné. D'ailleurs, en ce moment, ça vaut le coup de s'y pencher. Et aujourd'hui, ce qu'on vit aux États-Unis, et ça devrait arriver dans quelques temps en France, et ça commence déjà, c'est la mode pour les alts avec des prix qui s'envolent. Voilà, ça fait partie des vidéos qu'on vous fait de manière récurrente sur les réseaux avec les top 5 des cartes. Il y a beaucoup de halt dedans finalement. Cette mode-là, cette question de cycle, vous la retrouvez également dans le type d'item. En ce moment, les items à la mode. Les items à la mode, ouais. En ce moment, l'ETB est un item vraiment prisé. Et en train de dépasser la display. Il dépasse même la display qui était pourtant l'item phare des collections précédentes. Et puisqu'on parle de cycle dans le marché des cartes Pokémon, on peut aborder maintenant notre 7e point qui est pourquoi certaines cartes Pokémon valent cher. Et là, c'est très intéressant parce que le marché des cartes Pokémon n'obéit pas à des logiques rationnelles. Et pour ça, on peut le comparer à son ancêtre, à l'ancêtre de tous les TCG, oui, Magic the Gathering. On a écrit d'ailleurs un article qui est en ligne sur missplaybro.com. On vous met la miniature pour que vous puissiez l'identifier. Et globalement, c'est ça. On va faire des équations. À Magic, la plupart des collectionneurs sont également des joueurs. Et le but, c'est de constituer un deck avec les cartes de sa collection pour aller dans des tournois ou affronter ses amis et gagner, remporter la victoire. Ça veut dire que ce qui va fixer le prix d'une carte Magic, c'est sa puissance, sa jouabilité. Donc on pourrait dire l'équation du prix d'une carte Magic, c'est rareté d'une carte, plus jouabilité, puissance, plus ancienneté, plus état, égale prix de la carte. Et là c'est rationnel, c'est quantifiable. On regarde les listes des decks qui ont gagné les derniers tournois, on regarde les cartes qu'on retrouve toujours dedans ou très souvent dedans. Si elles sont rares et en plus difficiles à trouver, elles vaudront cher. À Pokémon, ça ne s'applique pas du tout, sinon ça voudrait dire que Lance-Orient X, Oglirpon Masque Turquoise et Attrape Ultime seraient les top chase cards absolus du bloc écarlate et violet. Et effectivement, c'est pas le cas. On est plutôt sur du Noctali X qui coûte très cher, du Magikarp qui coûte très cher, mais pas finalement des cartes jouées dans tous les jeux qui gagnent. Alors qu'est-ce qui fonde la valeur d'une carte Pokémon ? Et ben en fait, c'est assez bizarre, mais c'est complètement irrationnel. C'est juste une mode, une hype. Globalement, on pourrait dire que le prix d'une carte Pokémon, l'équation, ce serait rareté, donc une carte en version difficile à trouver, donc une carte SIR par exemple. Et un pull rate difficile. Avec un pull rate difficile, d'une série qui n'est pas facile à obtenir, comme EV8.5, et ben ça va être déjà un fondement de la valeur. Après, on écarte la jouabilité parce qu'en final, c'est pas ce qui rentre dans le prix, ou alors très peu, très à la marge dans le prix d'une carte Pokémon. Ce qui va être le fondement, c'est la hype, c'est à quel point cette carte est désirable. Et donc là, on revient à de la philosophie à Hegel, donc le désir du désir de l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'une carte vaut cher ? C'est parce que tout le monde la veut et là, tout le monde trouve que c'est une carte qu'il faut avoir dans sa collection. Pourquoi tout le monde la veut ? Parce que parfois l'artwork, donc le dessin est vraiment magnifique et original. Moi je pense vraiment là au Magikarp 203 qui est vraiment magnifique.
On peut également parler de la Noctali VMAX de l'époque épée et bouclier. Évolution céleste, ouais. Voilà. Et par affinité, finalement, par répétition, on peut dire que le prix de la carte Noctali X d'évolution prismatique bénéficie finalement de l'antériorité de la carte Noctali VMAX. Puisque Noctali VMAX est une carte qui a surperformé et que tout le monde voulait dans sa collection parce qu'elle est belle, mais aussi on est bien conscient qu'elle va prendre de la valeur dans le temps, et on s'est dit par affinité et par correspondance, la carte Noctali X de V8.5 qui est également une spéciale illustration rare, vaudra cher et il faut la récupérer. Et c'est le cas actuellement. On a fait aussi une vidéo, il y a quelque chose qui peut aussi expliquer, c'est l'amour qu'on apporte à certains Pokémon. On a fait Plus une vidéo, qu'à d'autres. Ouais, plus que d'autres. On a fait une vidéo dessus sur les 7 Pokémon qui sont toujours des bons moteurs de valeur. Et ça explique le prix de la carte SIR Pikachu X d'étincelle déferlante qui est une top chess card du bloc écarlate et violet. Le problème avec ça, c'est que les modes changent. Oui. Et les Pokémon de cœur changent. Oui. Là, ce qu'on observe aux États-Unis, et ce qui arrivera peut-être un jour en France, c'est la lente et discrète ascension d'Amphinobi. Ouais. Et donc, Amphinobi, on a déjà une carte qui vaut très cher dans Mascarade Crépusculaire, Ouais. mais il se pourrait qu'à l'avenir, par exemple, celle de Célébration, la carte promo Célébration regagne des couleurs, et également que la carte promo du coffret Fable Nébuleuse valent de plus en plus cher avec le temps. Et donc finalement, c'est ça la difficulté dans le marché des cartes Pokémon, c'est que le prix n'est pas rationnel, il dépend d'une mode et finalement d'un mood général autour d'une carte. Et on voit, on abordait tout à l'heure les méga évolutions, elles ont connu après une période d'énorme hype où elles étaient sous le feu des projecteurs, un déclin assez rapide. Ça a été la même chose avec les cartes Waifu qui en PSA 10 valaient des milliers d'euros, des milliers de dollars, maintenant ont beaucoup redescendu. Est-ce que ça va arriver avec l'époque de Terra Crystal où en ce moment c'est le Pikachu et le Noctali qui mènent la danse? Est-ce que plus tard, avec le retour des méga évolutions en fin d'année ou même avec les gros bangers de Team Rocket, est-ce que celles-là, elles vont pas retourner dans l'ombre un petit peu et voir leur cote baisser substantiellement? On a déjà vu des exemples de forte hype et de déclin assez rapide dans l'ère écarlate et violet. Donc finalement, le tempo quand on achète les cartes et quand on parie dessus est très important. On a vu ça avec Évolution à Paldea, le Dracofeu, c'était la carte absolue que tout le monde voulait. Et finalement, il est en train de se faire battre par le Mew Bubble qui reprend sa place. Et on a vu la même chose avec Serpento. Et là, Serpento, c'était plus une manipulation de marché où c'était la carte la plus voulue de force temporelle et maintenant on en parle de moins en moins. Donc attention, finalement, ce qui font de la valeur d'une carte dans le monde de Pokémon, c'est un sentiment et c'est une ambiance générale qui peut changer très rapidement. C'est ce qui s'est passé notamment avec les cartes vintage de la première édition qui ont vu leur cote baisser et ceux qui ont investi à l'époque du Covid où elles étaient à leur pic ont perdu de l'argent désormais en 2025. Et ceci est d'autant plus vrai que vous avez de personnes et de monde qui vont arriver dans l'univers Pokémon. J'ai l'impression que ça fait des cycles de plus en plus courts et de plus en plus brutaux. Et maintenant, on aborde notre 8e et dernier point. Et avant tout ça, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide beaucoup. Et merci de nous rejoindre de plus en plus nombreux sur les réseaux. Ouais, ça nous fait vraiment plaisir. Et place à notre dernier secret, à toi Nico. Alors le 8e et dernier point de notre petite discussion d'aujourd'hui, et je pense que c'est le plus important, c'est d'avoir un objectif de collection. On vous l'a dit, les items, les cartes sont de plus en plus chères, particulièrement en période de hype, mais c'est quand même globalement toujours le cas. Et quand on est un nouveau collectionneur ou quand on replonge dans le hobby, on peut très vite être tenté de tout vouloir acheter tout de suite, et c'est pas du tout la bonne idée. D'ailleurs, il faut faire très attention au FOMO, ce qu'on appelle donc the fear of missing out, c'est-à-dire la peur de ne plus retrouver un item ou de ne plus le retrouver au même prix plus tard, ce qui est en général faux. Vous l'aurez, donc ne vous précipitez pas. Et il faut avoir un horizon de collection, un objectif de collection. C'est-à-dire que pour l'horizon, il vaut mieux collectionner au long terme et réfléchir dans une période longue. Ça va vous éviter de faire des erreurs sur des périodes de hype notamment. Ça permet de planifier ses achats. Et de planifier ses achats, de les budgétiser. Pourquoi pas allouer à un horizon qui peut être tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, une petite partie de son budget à sa collection préférée. Et également un objectif de collection, donc ne pas tout collectionner, mais seulement une certaine partie. Vous pouvez avoir des collections sur les master sets, vous pouvez avoir une collection sur un Pokémon particulier et toutes ses illustrations. Vous pouvez avoir une collection sur les illustrateurs et ceux que vous préférez. Et vous pouvez avoir aussi des collections sur les items, donc les ETB, les displays,
Tous les ETB d'un bloc, par exemple, c'est une façon de collectionner également très jolie, très sympa à disposer. Très visuel, ouais. Et puis vous pouvez également collectionner tous les bangers des grosses séries si vous avez le budget pour, ou toutes les altes d'une série. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire plaisir en collectionnant, c'est vraiment l'essence de l'univers Pokémon. Ça, c'est bien vrai. Revenons aux notions de base. À l'époque, Pokémon, c'était un hobby de collectionneurs et de joueurs qui se voulait intergénérationnel. Et l'époque actuelle est un petit peu triste parce que tout le monde ne peut pas ouvrir autant qu'il le voudrait et au prix qu'il le voudrait. Mais ce qui fait que Pokémon dure depuis des années, c'est qu'on veut tous revivre les émotions qu'on a eues des années auparavant, souvent en étant enfant ou adulte, et de retrouver la joie d'ouvrir des boosters, échanger ses cartes avec les autres passionnés, regarder des beaux classeurs, et pour certains, jouer et affronter ses amis en duel en format standard ou étendu. Donc espérons que cette période un petit peu délicate de raréfaction des produits s'estompe et qu'on revienne tous à une période plus florissante où on a tous les items qu'on veut et on peut en ouvrir autant qu'on veut. Et sur ce, Salut les bros! à très vite les bros.